Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur épisode 41. En fait, c'est le 7e épisode de ma saison estivale. Après avoir partagé avec toi dans mon épisode 39 comment les listes peuvent t'aider à libérer ta charge mentale, à éviter le multitâche et à entretenir ton sentiment d'accomplissement, je t'ai dévoilé dans mon épisode 40 les étapes pour devenir maître de ton temps à partir des listes. Aujourd'hui, je boucle la boucle des listes avec des trucs, des outils que j'utilise pour t'aider à rester concentré, pour augmenter ton efficacité et même, je te dirais, pour te mettre en action. Donc, je vais te parler aujourd'hui de la méthode Pomodoro, de la règle du une fois pour toutes, du pourquoi avaler ces maudits crapauds, de la règle du 10 secondes, et un peu en lien avec le une fois pour toutes, le 10 secondes et les crapauds, je vais te parler de la règle du 2 minutes. Et finalement, je vais te parler du partenaire d'imputabilité. Donc, avant de poursuivre, je veux juste te remercier de m'écouter et surtout, je te demanderais si ce que tu écoutes, t'aimes ça et tu penses que ça pourrait servir à quelqu'un autour de toi, alors je t'invite à partager grandement mon podcast pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui l'écoutent. Alors, je poursuis avec mes listes. Donc, si je reviens à mes listes de trucs et d'outils, le premier donc, je veux te partager, c'est la méthode Pomodoro. C'est une méthode que j'utilise régulièrement, que j'utilise surtout quand je dois me concentrer sur une tâche ou quand je dois avouer, une tâche que j'aime moins. La méthode Pomodoro va me permettre de justement me concentrer sur une seule et unique tâche sans me laisser distraire. D'ailleurs, petite histoire qui vient avec cette méthode-là. C'est un Italien, un étudiant italien qui a inventé cette méthode-là dans les années 80. En fait, il utilisait la petite minuterie en forme de tomate, là, de là le nom Pomodoro en italien. Donc, il utilisait la petite minuterie et pendant 25 minutes, il travaillait sur une tâche sans se laisser distraire pour prendre une pause de 5 minutes après. Donc, c'est devenu quand même assez populaire comme méthode et je vous dirais que c'est une méthode qui fonctionne très bien. La façon que ça marche, c'est que tu choisis une tâche sur laquelle tu veux travailler. Et là, ce qui est vraiment important, non seulement tu choisis la tâche, mais tu prépares ton environnement. C'est-à-dire que tu t'assures d'avoir tout ce qu'il faut pour faire ta tâche. C'est-à-dire que si tu as besoin de documents, d'informations, de papier, crayon, peu importe ce que tu as besoin, tu prépares ton environnement et tu travailles 25 minutes sur cette tâche-là. Donc, dans le 25 minutes, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas chercher ce que tu as besoin pour faire la tâche, de ne pas répondre au téléphone, de ne pas regarder tes notifications. Tu travailles uniquement sur la tâche. Au bout de 25 minutes, quand la minuterie sonne, tu prends un 5 minutes de pause. Et là, évidemment, il y a des gens qui me disent: «Ouais, mais là, 25 minutes, c'est pas tellement long». OK, c'est vrai que des fois, 25 minutes, ça passe très vite. D'ailleurs, quand tu dois faire une tâche que tu n'aimes pas, c'est là que tu fais comme moi, 25 minutes, j'ai été efficace pendant 25 minutes, puis ça a passé bien plus vite que je pensais. Tu peux étirer ton 25 minutes. Il y en a qui me disent que des fois, ils vont jusqu'à 1 heure. 1 heure, je trouve que c'est beaucoup avant de prendre une pause, mais à toi de tester, à toi d'essayer, tu verras qu'est-ce qui est le mieux. Et bon, je vais t'avouer, si mettons, je travaille sur mon blog, je suis en train d'écrire un blog et que là, je suis dans une lancée, puis que mon paragraphe est parti, puis que j'écris comme une folle, et que là, ça sonne, je ne vais pas arrêter en plein milieu de ma phrase, là, ou en plein milieu de ma créativité. Je vais terminer ce que je suis en train de faire. Donc, ça peut s'étirer sur 30, 35, 40 minutes. Mais je vais quand même me forcer à prendre une pause au bout de ce temps-là pour revenir 5 minutes plus tard et continuer mon travail. Parce que même si des fois, on pense que on est vraiment concentré et efficace, avec le temps, notre efficacité diminue. Et c'est là l'importance des pauses. Et la manière que ça marche, c'est comme un cycle de 4. Donc, tu fais 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, un troisième 25 minutes, 5 minutes de pause. Et là, le quatrième 25 minutes, après, tu prends un 15 à 30 minutes de pause. Donc, moi, je trouve que ça se place bien le matin. Moi, je suis une fille plus de matin, donc je suis créative le matin. Je fais mon pomodoro le matin et ça arrive souvent pas loin du dîner. Mais comme je te dis, essaye-le. Fais des tests et tu me reviendras voir à quel point tu as trouvé ça efficace pour effectuer des tâches que tu dois soit être concentré ou que tu aimes moins faire ou que tu procrastines. Ensuite, la règle du une fois pour toutes. Bon, la règle d'une fois pour toutes, là, c'est très simple. OK? Tu vas adorer. C'est-à-dire que une fois que tu ouvres un dossier ou un courriel, tu vas jusqu'au bout de ton action. Une fois pour toutes, sans y revenir une autre fois. OK? Ça veut dire que
tu n'ouvres pas ton courriel ou tu n'ouvres pas un dossier si tu ne peux pas aller jusqu'au bout, si tu n'as pas le temps pour le régler jusqu'au bout. Pourquoi? Écoute bien ça. Là, sois bien attentif. Si tu consacres ne serait-ce que 15 minutes par jour pour réexaminer, faire le suivi ou relire des documents ou des courriels, c'est environ 97 heures par année que tu gaspilles sans aucune action concrète et efficace. Donc, je répète, si tu consacres environ 15 minutes par jour pour réexaminer, faire le suivi, relire des documents ou des courriels, c'est 97 heures par année que tu gaspilles sans qu'il y ait eu d'action concrète et efficace au bout de la ligne. Donc, on peut passer facilement, OK, 1 heure par jour, bien entendu, fractionné sur plusieurs périodes de la journée, 1 heure par jour à se replonger dans un dossier sans rien faire avec. Donc, la règle d'une fois pour toutes, c'est si tu ouvres un courriel, c'est pour le lire jusqu'à la fin et le régler. Évidemment, ce qui va aider, j'ai déjà mis dans un de mes épisodes un outil pour t'aider à justement bien gérer tes courriels. Mais un des trucs que j'utilise et que je partage souvent, c'est d'avoir des sujets qui veulent dire quelque chose et de ne pas se gêner pour les modifier, les sujets, même si ce n'est pas toi qui as parti le courriel. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui reprend un vieux courriel, qui te l'envoie, puis pour te dire un sujet complètement différent du sujet du courriel. Si le courriel, il parle, ben, d'un seul coup d'œil, tu peux le voir et dire, OK, ça, je peux régler ça rapidement ou ça, je vais m'en occuper une autre fois. Donc, la règle une fois pour toutes, c'est si tu ouvres de quoi, tu t'arranges pour le finir jusqu'à la fin. Et là, ça m'amène au maudit crapaud. Je ne pouvais pas parler d'outils, de trucs et tout ça sans passer par les crapauds. Donc, l'expression avaler le crapaud en gestion de temps, ça représente la tâche qui nous décourage le plus, OK? C'est celle qu'on haït, mais c'est celle aussi qu'on pense le plus. Souvent, là, c'est la tâche qui occupe le plus nos pensées, donc, évidemment, notre charge mentale. Ce n'est pas nécessairement la tâche la plus difficile ou la plus longue, mais souvent, à force de la repousser, OK, soit qu'elle va grossir, notre tâche, soit qu'elle paraît pire qu'elle est en réalité. Et c'est pas rare, hein, quand on avale nos crapauds, qu'on fait comme, ben finalement, j'aurais dû le faire avant parce que c'était pas si pire que ça. Ou peut-être que c'était si pire que ça, mais quand on l'a avalé, on fait comme, tabarouette que je me sens mieux. Enfin, j'ai avalé mon maudit crapaud. Dans le fond, ce que j'ai le goût de te dire, c'est que essaye donc d'avaler le tétard, justement, avant que ça devienne un gros crapaud dégueulasse, OK? Et idéalement, on avale les crapauds le matin parce que c'est justement le moment de la journée où on est le plus en forme, plus productif. Et avaler le crapaud le matin, en début de journée, ça empêche souvent le risque de procrastiner cette tâche-là, mais aussi d'alimenter notre charge mentale. Ensuite, un truc pour te mettre en action. Ça, c'est la règle du 10 secondes. Celle-là me fait rire. Je la trouve très drôle, mais elle est excellente pour lutter contre la procrastination. En fait, la règle du 10 secondes, elle consiste à te mettre en action dans les 10 secondes qui suivent la prise de décision pour éviter de reporter la tâche. OK? Fait que, comment ça fonctionne? C'est très simple. Quand il y a une tâche qui apparaît, mettons que tu as une tâche que tu as mis dans ton agenda, et là, poup, elle arrive, tu te donnes 10 secondes pour commencer à te mettre en action pour agir dans cette tâche-là. Exemple, dans ton agenda, tout d'un coup, ça sonne et c'est va marcher. Hein, ça, c'est la tâche classique de dire je vais peut-être y aller plus tard. Est-ce que je devrais y aller maintenant? Non, tu n'y penses pas. Pendant 10 secondes, tu te lèves, tu y vas et tu te mets à marcher. Ça peut être aussi simple que de prendre une feuille de papier puis d'écrire, de noter les premières étapes que tu as à faire pour un document, peu importe c'est quoi, mais ou même pour envoyer un courriel. Donc, c'est de briser l'inaction et de te mettre en mouvement immédiatement. Fait que tu as une tâche à ton agenda, tu as un bloc sur quelque chose que tu dois travailler. Fait que c'est là, c'est maintenant, c'est planifié. Pas le temps de te demander où, quand, comment, tu te mets en action. Et ce qui est surprenant, c'est que cette règle-là fonctionne parce qu'elle contourne justement l'hésitation et la peur qui alimentent souvent la procrastination. Fait que quand tu agis rapidement, je dirais même sans réfléchir, tu réduis le temps que tu passes à douter ou à te sentir submergé. Donc, ça, je t'inviterais à la tester et me revenir là-dessus, de vraiment faire comme, OK, j'ai quoi qui pop à mon agenda, je me lève, je le fais, versus
teste l'inverse, fais comme: «Ah, est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je ne vais pas le remettre? Est-ce que j'y vais tout de suite? Est-ce que c'est une bonne idée?» Donc tu essaieras voir, laquelle des 2 fonctionne le mieux. Ensuite, un peu en lien avec tout ça, il y a la règle du 2 minutes. Bon, elle est en lien avec le une fois pour toutes, les crapauds, le 10 secondes, parce que la règle du 2 minutes, c'est si une tâche prend moins que 2 minutes à réaliser, alors fais-le maintenant. Et ça, j'en ai parlé aussi dans la gestion des courriels. Si tu ouvres un courriel puis que tu réalises que tu peux répondre et le régler en moins de 2 minutes, fais-le tout de suite, puis on n'en parle plus. Donc, c'est vraiment proche du une fois pour toutes parce que tu ouvres ton courriel, tu fais comme ah ouais, ce serait peut-être pas long à répondre, mais ça ne me tente pas, je vais le faire plus tard. Une heure après, tu réouvres le courriel. «Ah oui, c'est vrai, ça serait pas long ça, je pourrais répondre à ça, mais bah, je vais faire d'autres choses, je vais le faire plus tard» et bon, là, je pourrais te répéter ça pendant 10 minutes. Donc au lieu de faire ça, tu ouvres ton courriel, tu le checkes, ça me prend 2 minutes, parfait, je réponds, je le règle et je le classe et on n'en parle plus. Donc ça permet de réduire ta liste, des petites tâches qui peuvent s'accumuler et devenir des fois des crapauds. Donc c'est très facile, très efficace à utiliser, surtout avec des courriels, mais sûrement que tu peux le mettre sur d'autres tâches. Finalement, je termine rapidement avec, mon outil de prédilection, c'est-à-dire et surtout en entreprise, c'est-à-dire le partenaire d'imputabilité. Le partenaire d'imputabilité, dans le fond, quand tu es seul dans ton entreprise ou seul à prendre des décisions, ça peut être très intéressant parce que mets-toi là, dis-toi là, tu es toute seule, heu, tu as un livrable ou tu as un projet ou tu travailles sur quelque chose, puis tu te dis: «Bon, j'aimerais ça le terminer avant telle date». Mais dans le fond, là, il y a personne qui le sait que tu devrais le terminer avant telle date. Donc, ça peut arriver de te dire: Ouais, si mettons, je le finis pas, qui sait qui va le savoir?» Bien, justement, le partenaire d'imputabilité te permet d'avoir un engagement assuré. Donc, les avantages, c'est ça: engagement assuré, motivation et support, parce que les 2 vont se motiver et se supporter, s'apporter du support, évidemment. Du feedback constructif, et ça, j'invite à le faire aussi, hein, de donner et de recevoir du feedback, une perspective différente. Souvent, on a le nez trop collé sur l'arbre. J'aime ça dire ça, mais c'est vrai. Donc, on parle de notre défi, par exemple, à l'autre personne. Elle nous amène sa perspective et le défi peut souvent être réglé ou beaucoup moins gros qu'on le pensait. Et ça permet de mettre en place une routine qui est productive parce qu'à chaque semaine, on se rencontre et on dit sur quoi on s'engage, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, et cetera. Bon, je t'en dis pas plus, OK? Parce que je vais te revenir avec cet aspect-là dans le dernier épisode de ma saison estivale, parce que je veux lancer quelque chose qui est en lien avec le partenariat d'imputabilité à l'automne. Alors je sème ma graine et je te laisse réfléchir à tout ça. La semaine prochaine, tu dois pas manquer mon épisode parce que je vais te parler de mon histoire d'appartement. Puis là, tu vas me dire: «Qu'est-ce que ça vient faire ça avec l'entrepreneuriat, les histoires d'appartements?» Ben, laisse-moi relever le défi de faire un lien avec toi, toi l'entrepreneur ou toi le gestionnaire ou toi qui quelquefois se trouve imposteur ou pas assez bon ou pas à la hauteur. Laisse-moi faire un lien avec comment on peut, avoir des solutions à ces questionnements-là, tout en écoutant mon histoire d'appartement. Bonne semaine et à la semaine prochaine.